bonjour à tous. Merci à ceux qui ont pu se déplacer et bonjour aussi à tous ceux qui sont en ligne. Donc, au nom de la chaire, évidemment, je vous souhaite une excellente année, une année de réflexion, une année de participation à nos travaux. Comme vous le savez, nous avons une chaire qui est très dynamique avec Éric Brousseau, au pilotage de cette chaire, et on essaie le mieux qu'il est possible d'organiser des événements qui peuvent vous intéresser et qui sont étroitement liés à l'actualité. Alors aujourd'hui, on plonge dans cette actualité avec trois intervenants. Dominique Jarre, le directeur général de la Creux, Jordan Kirchner, son homologue à l'ART, et Pierre Agache, qui représente à lui tout seul les opérateurs régulés. Voilà. Donc, ne soyez pas impressionnés par le déséquilibre des forces, hein, mais voilà. Donc, il nous a semblé intéressant sur ce sujet de l'inflation, hein, dont on a évidemment entendu beaucoup parler, notamment l'année dernière, de confronter à la fois deux manières de réguler les secteurs et au-delà de leurs différences, sans doute également leurs points communs, et puis d'entendre la position évidemment de l'opérateur qui lui se débat, voilà, avec des taux d'intérêt élevés, qui se demande comment il va pouvoir les répercuter. Et je vous propose donc sans attendre de laisser la parole. Donc le choix qu'on a fait, c'est d'abord de donner la parole au régulateur pour qu'il vous explique un petit peu comment ils ont intégré ce nouveau déterminant économique dans leur méthodologie tarifaire. Puis ensuite de laisser la parole aux opérateurs au travers de Monsieur Agache pour qu'ils nous disent est-ce que ces différents choix régulatoires sont suffisants, pas suffisants, quelles sont les demandes des opérateurs et comment ils se projettent également dans l'avenir au regard des variations de taux. Donc, je propose de laisser la parole à Jordan Cartier qui se présentera et je vous laisse tout de suite la parole. C'est ouvert. Bon, la présentation que vous avez faite est parfaite, donc je m'en tiendrai là. Donc, le secrétaire général de l'autorité de régulation des transports. Ce qui est intéressant avec la thématique que vous avez choisie pour ce petit déjeuner débat, c'est que sans doute, il y a 4 ou 5 ans, on n'aurait jamais imaginé organiser un petit déjeuner débat sur ce thème-là, ou alors on n'aurait pas répondu présent parce qu'on n'aurait pas trop su quoi dire. Mais de fait, le contexte a changé avec un épisode inflationniste récent qui a été court et brutal, globalement centré sur 2022-2023. Pour resituer les choses, hein, on a eu pendant une dizaine d'années au moins une inflation qui était stable, légèrement inférieure à 2%, et sous l'effet de l'augmentation brutale des prix de l'énergie, en 2022, on a un indice des prix à la consommation harmonisé qui augmente de 6%, soit un niveau qui n'avait jamais été vu depuis une trentaine d'années, et qui se maintient à un niveau élevé en 2023. La prévision de la Banque de France, c'est 5,7% d'augmentation du PCH sur 2023, et une normalisation attendue sur 2024-2025 avec 2,5% d'inflation en 2024. Un retour à la cible de 2% en 2025 et un maintien, normalement, sauf épisode imprévu, à un rythme légèrement inférieur à 2% sur la suite. Alors la question effectivement qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ce contexte est venu impacter les gestionnaires d'infrastructures de transport qui relèvent du champ de compétences de l'autorité de régulation des transports, et le cas échéant avec quelles conséquences pour les usagers de ces infrastructures. Comment est-ce que le cadre régulatoire a pu ou non finalement atténuer les effets de ce contexte inflationniste, et comment est-ce qu'il peut encore s'adapter en tirant les enseignements utiles de la période. Donc voilà les 3 grandes questions auxquelles je vais essayer d'apporter quelques réponses dans mon intervention, en la structurant autour de 3 messages. Le premier message, c'est que, à l'exception du secteur autoroutier concédé qui en a bénéficié, la poussée inflationniste récente a affecté négativement les gestionnaires d'infrastructures de transport par 2 canaux. Le premier canal, c'est l'augmentation des coûts de financement externe, et le deuxième, c'est l'effet de ciseau tarifaire avec des charges effectives qui évoluent de manière plus dynamique que les recettes, les produits tarifaires. Et naturellement, cette situation a pu rendre plus difficile le financement des investissements dans les infrastructures de transport. Le deuxième message, ce sera que malgré cela, le cadre régulatoire par nature, en quelque sorte, permet d'atténuer les effets de ce type de choc à la fois au bénéfice des gestionnaires d'infrastructures et des usagers.
dans cette optique, la régulation qui est là pour équilibrer les intérêts des deux acteurs en présence, les gestionnaires d'infrastructures en monopole naturel et leurs usagers captifs. Puis le troisième message, ce sera que, naturellement, on peut encore adapter ce cadre régulatoire pour tirer les enseignements utiles de cet épisode. Alors, je vous le disais à l'instant, et ce sera mon premier message, la poussée inflationniste récente a pu affecter les gestionnaires d'infrastructures par deux canaux principaux, dont la résultante et la conséquence ont pu être variables selon les secteurs. Donc, le premier canal, c'était l'augmentation des coûts de financement externes, avec une augmentation des taux observés en réponse à cette poussée inflationniste. Alors, d'une part, l'augmentation du coût des financements externes, elle peut conduire à une situation où les conditions de financement des nouveaux actifs s'écartent sensiblement du taux de rémunération nécessaire pour couvrir finalement le coût moyen de financement des actifs historiques, ou alors s'écartent du coût moyen pondéré du capital qui résulte des cadres méthodologiques traditionnels. Le secteur dans le champ de compétences de l'ART qui est le plus affecté par ce contexte, c'est le secteur aéroportuaire. Et puis d'autre part, l'augmentation des coûts de financement externes peut avoir un effet sur le bilan financier des opérateurs régulés lorsqu'ils sont affectés par le risque de taux, soit parce qu'ils ont des emprunts à taux variable, les taux augmentent, soit parce qu'ils ont des besoins de refinancement de leurs dettes à court terme, et ce refinancement se fait à un taux supérieur. À titre d'exemple, pour le principal sur l'infrastructure qui est régulé par l'autorité, qui est SNCF Réseau, en l'espace d'une année, les frais financiers ont augmenté d'une centaine de millions d'euros. Pour resituer les ordres de grandeur, le déficit de financement du réseau ferroviaire tel qu'il résultait du contrat de performance conclu avec l'État, c'était de l'ordre de 400 millions d'euros par an. Donc on est sur un quart du déficit de financement du réseau. Donc on n'est pas sur l'épaisseur du trait. Le deuxième canal par lequel les gestionnaires d'infrastructures peuvent être affectés par une poussée inflationniste, c'est la décorrélation entre les produits tarifaires, le volet recettes, et le volet des coûts, des charges effectivement supportées, avec deux possibilités, soit un effet de ciseau tarifaire lorsque les charges effectives augmentent plus rapidement que les produits tarifaires, soit à l'inverse, un effet d'aubaine, si ce sont les recettes qui augmentent plus rapidement que les charges. Alors, le premier effet que j'ai mentionné, c'est l'effet de ciseau, c'est celui auquel on pense dans la régulation économique sectorielle. Les gestionnaires d'infrastructures à réguler vont soumettre des tarifs aux régulateurs qui peuvent couvrir une période pluriannuelle. Ces tarifs peuvent être soumis avant la poussée inflationniste. Ils sont construits en constatant en comptabilité des charges et en les projetant avec des prévisions d'inflation et en tenant compte d'objectifs de gain de productivité sur la période. Et parfois, vous n'avez pas de mécanisme, ou alors des mécanismes imparfaits pour prendre en compte le différentiel entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée. Et dans ce contexte-là, vous pouvez avoir en cas de poussée inflationniste une situation où vos charges effectives vont augmenter plus rapidement que vos produits tarifaires, conduisant à un effet ciseau qui dégrade le résultat opérationnel courant et partant la rémunération du capital et ou les capacités d'autofinancement déjà l'infrastructure. Donc, par exemple, pour continuer sur l'exemple de SNCF Réseau, sur 2022-2023, donc l'épisode inflationniste, on a un écart de la marge opérationnelle par rapport aux trajectoires du contrat de performance qui était conclu avec l'État début 2022 de 900 millions d'euros, voilà, ce qui correspond à un montant significatif. Voilà. Mais l'effet inverse, c'est aussi possible, l'effet d'aubaine que j'évoquais. Et en l'occurrence, dans le secteur autoroutier concédé, on a une situation un peu atypique, puisque vous avez des lois tarifaires qui sont fixées par les contrats de concession une fois pour toutes, toute la durée du contrat, et qui, elles, prévoient que les tarifs augmentent d'au moins 70% de l'inflation chaque année. Et vous avez des charges qui évoluent au rythme de l'inflation au mieux pour un tiers des charges totales, parce que le coût d'investissement initial, naturellement, n'est pas affecté par le contexte inflationniste. Et donc, vous avez des produits tarifaires qui augmentent plus rapidement que les charges, ce qui conduit à un effet d'aubaine que l'ART a estimé à 15 milliards d'euros courants sur toute la durée des contrats de concession pour les concessions historiques et les concessions récentes. Alors, si je mets de côté cet effet d'aubaine que je viens d'évoquer, les effets négatifs qui sont associés à cette poussée inflationniste pour les GI, donc l'effet de ciseau et augmentation des coûts de financement externes, ils peuvent avoir deux conséquences. La première,
c'est de rendre plus difficile le financement des investissements dans les infrastructures de transport. Et la deuxième, du point de vue des usagers, c'est que quand vous changez de tarifaire, vous pouvez avoir un acte tarifaire assez important par le recalage des bases de charges et des prévisions. Et les usagers peuvent ne pas être en capacité de répercuter ces fortes augmentations sur les clients finaux avec un effet ciseau qui se produit à leur niveau. Voilà. Donc le deuxième message, c'était que malgré ces difficultés, on a quand même un cadre régulatoire qui a eu un effet stabilisateur pour les acteurs des secteurs régulés. Il y a 3 éléments à l'appui de ce propos. Le premier, c'est que, de base, la mécanique régulatoire économique fait que les investissements qui sont réalisés par les gestionnaires d'infrastructures sont rémunérés lorsqu'ils intègrent la base d'actifs régulés sur la base de leur valeur nette comptable. Ça veut dire que si les investissements coûtent plus cher sous l'effet de l'inflation que ce qui était prévu, ils sont bien rémunérés sur toute leur durée de vie, amortissement et rémunération du capital, sur la base des nouveaux coûts qui ont été constatés pour les GI. Donc ça, c'est protecteur pour le gestionnaire d'infrastructure. Du point de vue des usagers, vous avez une mécanique qui lisse les effets d'une augmentation des coûts d'investissement, puisque les charges de capital, c'est l'amortissement de la base d'actifs régulés et sa rémunération. Et la base d'actifs régulés, elle a été pour l'essentiel constituée par le passé. On est sur des durées de vie des actifs qui sont très importantes. Et donc, ce n'est qu'à la marge que ces charges de capital peuvent être affectées par le contexte inflationniste. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir des mécanismes qui sont prévus par le cadre de régulation pour protéger l'infrastructure d'une inflation réalisée qui va être supérieure à l'inflation prévisionnelle. Par exemple, dans le cycle tarifaire 2021-2023 de SNCF Réseau, vous aviez 2 mécanismes d'ajustement de l'évolution des péages ferroviaires pour les services commerciaux et le fret, qui conduisaient à actualiser les évolutions tarifaires sur la base des prévisions d'inflation les plus récentes. Donc, pour les horaires de service 2022 et 2023, étaient pris en compte les prévisions d'inflation de la Banque de France au mois de juin de l'année précédente. Donc, pour 2022, c'est les prévisions de juin 2021 qui n'avaient pas... Voilà, la Banque de France n'avait pas prévu la poussée inflationniste 2022, mais déjà en 2023, on est sur les prévisions de juin 2022, et donc on a des tarifs qui augmentent plus que ce qui était prévu et qui permettent de commencer à tenir compte de cette poussée inflationniste. Et le troisième élément, alors cette fois du point de vue des usagers, c'est que vous pouvez avoir des dispositions dans le cadre de régulation qui protègent les usagers de hausses importantes des tarifs. Dans le secteur aéroportuaire, le cadre législatif prévoit un principe de modération tarifaire. Et ce principe a conduit, par exemple, l'ART à l'été 2022 à refuser d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'un exploitant qui cumulait 2 choses. Une répercussion intégrale du contexte inflationniste sur les coûts des services publics aéroportuaires dans les tarifs des redevances et un rattrapage de la couverture des coûts des services publics aéroportuaires par les redevances du fait d'un passage d'une caisse unique à une caisse double qui conduit à cet effet de rattrapage. Et donc le régulateur a dit, du fait du principe de modération tarifaire, vous ne pouvez pas cumuler ces 2 effets dans un moment de poussée inflationniste. Donc ça protège l'usager. Et dans le secteur ferroviaire, on a un critère de soutenabilité des péages. Pas de modération tarifaire, c'est différent. Et ce critère de soutenabilité des péages a par exemple conduit le régulateur à conditionner une acceptation d'évolution dynamique des péages sur la période 2024-2026 pour rattraper le coût complet de gestion de l'infrastructure qui avait été notamment mis à mal par la poussée inflationniste 2021-2023 à des évolutions de structure tarifaire très importantes qui conduisent à permettre une utilisation effective et optimale du réseau sous la contrainte budgétaire du gestionnaire de l'infrastructure. Voilà. Alors, malgré ces effets que je viens d'évoquer, ce sera mon dernier message, il y a des adaptations du cadre de régulation qui sont possibles et qui sont pour tirer les enseignements utiles de cette période. La première adaptation, c'est bien une révision des cadres méthodologiques pour la détermination du moyen pondéré du capital. Donc, dans le secteur aéroportuaire que j'ai évoqué, qui est le plus affecté par la situation que je décrivais au début de mon propos, l'ART a adopté en fin d'année 2023 des lignes directrices qui fixent un cadre méthodologique révisé pour le calcul du coût moyen pondéré du capital, donc utilisé pour apprécier le critère de juste rémunération du capitaux, qui permet de mieux tenir compte des effets du contexte inflationniste sur les taux d'intérêt observés,
il y avait deux objectifs qui étaient poursuivis par le régulateur dans ce cadre. Le premier, c'était quand même d'assurer la stabilité du cadre de régulation. Et le deuxième, c'était quand même de pouvoir prendre en compte mieux des situations atypiques de court terme, telles que celles qu'on avait rencontrées. Voilà. Et la deuxième façon dont la régulation peut s'adapter, c'est en mettant en place des mécanismes d'ajustement des tarifs à l'inflation réalisée dans le cadre pluriannuel de régulation, dès lors que le risque inflationniste est exogène aux opérateurs régulés. Et donc, il n'y a pas de justification économique à transférer le risque inflationniste aux gestionnaires d'infrastructures. Donc, typiquement, pour le secteur ferroviaire, pour le cycle tarifaire 2024-2026, donc ce qui a commencé en décembre 2023, a été rajoutée une composante qui permet de tenir compte ex post de l'écart entre inflation prévisionnelle et inflation réalisée. Donc avant, c'était juste on réajuste les prévisions d'inflation en juin de l'année précédente. Et maintenant, c'est on réajuste les prévisions d'inflation sur la base des dernières prévisions de la Banque de France en juin de l'année qui précède l'évolution tarifaire. Et en plus, ex post, on va avoir un ajustement qui va se faire par rapport à l'écart entre inflation prévisionnelle et inflation réalisée. Pour le cycle tarifaire 2027-2029, l'autorité a recommandé à SNCF Réseau de mettre en place un index qui permette de traduire l'évolution des coûts qui est liée à l'évolution de l'indice général des prix et d'autres facteurs macroéconomiques, pour à la fois avoir une mesure plus fine finalement de la façon dont on peut ajuster en cours de période tarifaire les évolutions des péages pour tenir compte des modifications des prévisions, et puis ex post pour ajuster les différentiels entre inflation prévisionnelle et réalisée. C'est une démarche que l'ART pousse chez tous les gestionnaires d'infrastructures essentielles dans le secteur ferroviaire, l'objectif étant de faciliter le passage à des cadres de régulation pluriannuels qui donnent de la visibilité aux acteurs et permettent aussi de donner de meilleures incitations à la performance aux acteurs. Voilà. Donc c'est quelque chose qui pourra aussi être déployé dans le secteur aéroportuaire si, comme le ministre des Transports en a exprimé le souhait, on développe le recours au contrat de régulation économique pluriannuel dans le cadre de l'évolution du cadre de régulation aéroportuaire qui a été annoncé au congrès de l'UAF à la fin du mois de novembre par ce ministre. Et puis, dans le secteur autoroutier, là aussi, on peut imaginer des cadres de régulation qui sont plus robustes et qui vont permettre notamment d'éviter les effets d'aubaine que j'évoquais. Donc, ça passera d'une part par la correction du calibrage des indexations des péages pour qu'il y ait un meilleur lien qui soit fait avec l'évolution réelle des charges, et puis des contrats plus courts, de 15 à 20 ans, et d'autre part, s'il y a des contrats longs et des besoins d'avenant à des contrats de concession, qu'on révise le cadre régulatoire pour que, plus régulièrement, de sorte à mieux tenir compte des évolutions des paramètres macroéconomiques qui sont utilisés dans les calculs des compensations de nouveaux investissements par les évolutions des tarifs de péage. Voilà, on est terminé. Je rappelle simplement les trois messages qui étaient ceux de mon propos. Donc, le premier message, c'était qu'à l'exception du secteur autoroutier concédé, qui en avait plutôt bénéficié, la poussée inflationniste récente avait affecté négativement les gestionnaires d'infrastructures de transport par un double effet: augmentation du coût des financements externes et effet de ciseaux tarifaires, et que cette affectation négative avait conduit à complexifier le financement des investissements dans les infrastructures. Le deuxième message, c'est que, nonobstant, on a quand même un cadre régulatoire qui, par construction, permet d'atténuer les effets de ce type de poussée inflationniste, à la fois sur les gestionnaires d'infrastructures et sur leurs usagers, dans la démarche équilibrée qui est celle de la régulation. Et le troisième message, c'était que pour autant, on peut tirer des enseignements de la poussée inflationniste récente pour adapter de manière pragmatique les cadres régulatoires. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Jordan. Je vais passer la parole à Dominique Jam. Alors, Dominique, dans le secteur, évidemment, de l'énergie, est-ce qu'on a à la fois la même souplesse et les mêmes imperfections, ou est-ce que les choses sont un petit peu différentes? Les deux, j'ai envie de dire bonjour. Merci de l'opportunité. Je pense que le sujet est vraiment intéressant, même s'il est un peu pour économistes et techniciens. Il y a beaucoup de similitudes, évidemment, le contexte est le même. 10 ans sans inflation, une poussée brutale qui met à l'épreuve nos méthodes de fonctionnement, et puis il y a quelques petites différences. Juste un mot peut-être sur l'organisation du secteur de l'énergie, au cœur des réseaux à monopole naturel et donc régulé.
les réseaux qui transportent et qui distribuent l'électricité et le gaz. Régulation qui a une forme un peu différente, c'est-à-dire que le régulateur, et ça c'est sur le texte européen, a in fine le pouvoir de décider sur le tarif, et en plus en France, il les propose. C'est-à-dire que ce n'est pas l'opérateur qui les propose et le régulateur qui les valide, ce qui peut se faire hier en Europe, il y a des modèles, mais on fait nous-mêmes, et ensuite à charge pour l'opérateur, s'il n'est pas content, quelque autre acteur que ce soit, de challenger le tarif fixé par le régulateur devant le Conseil d'État. Et puis, donc ça, c'est les réseaux. Et ensuite, il y a toute la partie marché, c'est un secteur concurrentiel, l'amont, la production, l'aval, la commercialisation. Et donc, on pourrait dire, ce secteur-là, c'est le marché, c'est libre. En fait, pas tant que ça. C'est un secteur qui est extrêmement régulé, y compris dans sa partie concurrentielle, parce qu'il faut développer du renouvelable et parce que le parc nucléaire, là, c'est particulier à la France, dans le marché européen, est évidemment un outil, un objet particulier avec un seul opérateur en situation de monopole de fait, et donc qui est sujet à une certaine régulation pour l'organisation du système. Donc, j'aurais les deux thèmes, les réseaux, et là, ça ressemble vraiment. Il y a beaucoup de similitudes, même s'il y a quelques différences, et les marchés. Je commence par les réseaux. Donc là, on a vraiment une bonne ancienneté. Le modèle général qui existe en Europe, c'est un modèle de type tarification pluriannuelle et qu'on applique en France. Donc c'est 4-5 ans le standard. On est sur 4 ans en France. Pendant laquelle, en fait, les opérateurs sont protégés de l'inflation. Donc on fixe un tarif au départ. Et ensuite, année après année, il y a 3 années d'évolution en France, ou 4 ou 5, ça dépend si c'est 4 à 6 ans, on a une évolution de type inflation, moins X, ou plus X, le X représentant le facteur de productivité demandé à l'opérateur pendant la période. Donc, en période de très basse inflation, l'évolution annuelle est très faible, ce qu'on a connu pendant 10, comme je l'ai dit, peut-être même 15 ans. Et lorsque l'inflation se réveille, et là on l'a vu, et on va le voir l'année prochaine encore, puisqu'il y a un petit décalage, on a des hausses annuelles qui peuvent être l'inflation. Alors pour Enedis, par exemple, l'électricité, c'est plus 0,3. Donc il y aura l'inflation plus 0,3, plus un petit facteur annuel de variation. Donc les opérateurs sont par construction fortement protégés de l'inflation, même si ce n'est pas une protection systématique. Peut-être un principe que je n'ai pas donné aussi, c'est la loi dit que de toute façon les coûts doivent être couverts. Donc, si d'aventure le cadre ne prévoit pas sur une année, il y a un décalage en ciseaux tarifaire, bien sûr ça peut arriver, de manière générale, il y a ce qu'on appelle un compte de régularisation qui fait que les années suivantes, l'opérateur est couvert. Et l'opérateur est couvert sous réserve qu'il soit efficace. Et donc, toute la logique qu'on a, c'est cette régulation incitative. Sur les 4 ans, l'opérateur, il est protégé de l'inflation, mais il est très incité à battre le tarif et à être efficace pendant cette période-là. Donc, ce qui fait que finalement, quand on regarde nos tarifs gaz, c'était en gros 20-24, les 4 ans, donc en plein dans la crise, et là, 21-25. Alors, à ce stade, je ne sais pas, ça a peut-être bougé, mais aucun opérateur n'a demandé la révision du cadre tarifaire. Donc, le cadre tarifaire qui avait été conçu en période d'absence quasi d'inflation a résisté sans problème. On n'a pas eu besoin de refaire un tarif en cours de période, ce qui est possible. L'opérateur peut parfaitement venir nous voir en disant les coûts sont plus couverts, je demande, et dans ce cas-là, on serait obligé de le faire. Donc, on n'a pas de modification significative. Après, on a des différences entre le gaz et l'électricité. Je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais je pense que c'est quand même important parce qu'on est au cœur du sujet. L'électricité, les bases d'actifs évoluent comme ça a été dit par Jordan, c'est-à-dire qu'elles sont en valeur comptable. Et donc, elles n'évoluent pas de l'inflation. Et c'est le taux de rémunération qui, lui, doit prendre en compte la réalité du taux, et c'est un taux observé et pas un taux réel dont l'inflation est déduite. Donc, ce qui veut dire que pendant la période tarifaire en question, l'opérateur a bénéficié du taux de rémunération qui avait été fixé pour 4 ans pour les tarifs, mais qui a un taux qui inclut une prévision d'inflation qui était basse, puisqu'on l'a fait à ce moment-là. Donc, du point de vue strictement financier, je pense que Pierre va le dire, c'est peut-être pas les années les plus extraordinaires, puisque le coût de financement pendant ce temps, même s'il y a tout un mécanisme de refinancement dans le long, c'est important, eux augmentent. Inversement, dans le gaz, ça c'est des raisons historiques, une fois qu'on a commencé dans le système, on ne change pas. La base d'actifs est inflatée. Donc, il y a un amortissement qui est fait, et ensuite l'inflation s'applique. Par contre, le taux de rémunération est un taux réel. Donc, pendant 10 ou 15 ans où l'inflation était plutôt en dessous
Ça veut dire que les gaziers souffraient plutôt un petit peu parce que leur base d'actifs n'augmentait quasiment pas. De toute façon, elle était souvent à 0, 1%, enfin 1%, on va dire, pendant longtemps. Donc la base d'actifs augmentait de 1%, mais leur taux de rémunération, lui, étant calculé en réel, était plutôt un peu bas. Donc on a un renversement complet de situation qui fait que, voilà. Mais globalement, dans la durée, les deux systèmes tiennent la route. En Europe, quand on fait un benchmark de nos homologues, ils sont quand même très majoritairement sur une base comptable. Donc, sur le gaz, l'évolution à l'inflation qu'on a des bases d'actifs est un peu une exception. C'est pas une exception. Il y en a plusieurs en Europe, mais minoritaires, on va dire. C'est important parce que je pense qu'aussi Jordan a dit que le régulateur souhaitait, et c'était l'objectif, et c'est essentiel pour nous, la visibilité, la crédibilité, la continuité dans la durée, parce que ce sont des entreprises, les opérateurs régulés. Elles peuvent changer d'actionnaire. Beaucoup en Europe, en électricité, c'est vrai que c'est assez stable. Enedis, c'est appartient à EDF, et pour RTE, on a EDF et la Caisse des dépôts, enfin un consortium avec la Caisse des dépôts. Mais après tout, les choses peuvent changer demain. Et donc, c'est très important que, en termes de valeur d'entreprise, et le marché regarde comment fait la régulation. Est-ce que la régulation est claire, nette, et est-ce qu'elle est prévisible et donc, on vise cette continuité. Donc, on est assez content de ne pas avoir eu besoin de modifier les choses. En fait, les gros facteurs, finalement, l'inflation, effectivement, ça aura duré 2 ans et on semble se rediriger vers un calme. Ce qui change vraiment, c'est qu'on a des perspectives à long terme. Pour l'électricité, des développements extrêmement forts des réseaux, donc, sur la trajectoire financière de RTE. Je pense que la vie de Pierre, matin, jour et nuit, le week-end, peut-être aussi, parce qu'il y a on va vers un doublement, puis peut-être même un triplement des investissements. Et donc, la question de la trajectoire financière, la soutenabilité, est vraiment essentielle. Inversement, sur le gaz naturel, énorme incertitude. Donc, on est sur 2050, pas de gaz fossile, donc seulement du gaz vert. Et combien de gaz vert? La biomasse, elle a beaucoup d'utilisation. Donc, on développe du biométhane, mais ça va doucement, ça coûte cher. Donc là, il y a un contraint, une perspective de soyons très prudents sur les investissements. Et on s'est posé la question, sans le faire, parce qu'on s'est posé un peu tardivement, de désindexer la base gaz, de façon à entamer plutôt un mouvement de baisse de cette base d'actifs en prévision de 2050, 70, ou peut-être qu'il y aura une bonne partie des actifs qui devront être mis au but, tout simplement. Donc voilà pour les réseaux. Donc nous, la synthèse, c'est quand même que la régulation, telle qu'elle a été prévue, nous semble couvrir correctement les opérateurs. Et finalement, ceux qui ont vraiment souffert, c'est surtout la baisse de la demande. Parce que là, il y a un gros décalage. Évidemment, on a une prévision de demande de gaz, par exemple. Avec la sobriété et la crise, les prix très élevés, moins 10% de consommation, c'est moins 10% de revenus. Alors certes, il y a un mécanisme, comme j'ai dit, de garantie du revenu, mais il y a un gros décalage dans le temps. Donc il y a plusieurs entreprises qui ont ou vont afficher des résultats financiers négatifs pour une année, sachant que ça sera compensé pour le futur, mais il y a un choc un peu conjoncturel. Je voulais aussi parler des marchés, parce que c'est de la partie des marchés, parce que c'est passé aussi beaucoup de choses très intéressantes dans cette période d'inflation. Bon, d'abord, la hausse des taux. Hein. On verra si ça dure, hein, parce qu'on ne va pas forcément revenir sur des OAT 10 ans à 0%, comme on a vécu le grand moment. Et donc, évidemment, c'est très capitalistique. Hein. Tout le décarboné, c'est du capital. Très peu d'OPEX. Donc, le photovoltaïque, l'éolien, ça change beaucoup de choses quand l'OAT est à 3% au lieu de 0. Donc, on a vécu une forte hausse des coûts exprimés en euros du mégawattheure hein, quand on annualise sur 20 ans. Et donc, avec des mauvaises surprises, beaucoup de projets, par exemple, éoliens offshore, qui, eux, en plus, sont très capitalistiques, et puis ont des délais importants entre la décision, le moment où on est retenu pour faire un projet, et le moment du bouclage financier. Tout un tas de choses à mener, c'est 4 ans au minimum dans la plupart des pays. Et donc, dans ces 4 ans-là, tous ceux qui sont passés par la crise, beaucoup d'annulations, de nombreux projets aux États-Unis, un échec d'un appel d'offres au Royaume-Uni avec 0 candidat. Et puis, donc là-dessus, on est plutôt satisfait. Là, c'est pas le régulateur particulièrement, hein, c'est les pouvoirs publics, mais on les a aidés. Les formules prévoient que le tarif sur lequel l'opérateur s'engage, en fait, il est inflaté jusqu'au moment de la décision finale d'investissement.
Et donc, ce qui n'était pas le cas dans beaucoup de pays et qui explique en grande partie une partie des annulations parce que cette chose n'était pas prévue. Donc, ce côté-là, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'annulation. On verra, parce qu'on n'est pas. Il y a aussi une inflation générale des coûts. On parle d'inflation beaucoup et j'ai pas dit ça, mais il y a l'inflation des prix que tout le monde connaît et l'inflation des facteurs. Et donc, les méthodes de calcul de l'inflation. Alors, sur les tarifs de manière générale, chez nous, c'est l'inflation générale, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il faut viser simple aussi. Mais par exemple, pour des projets comme les offshore, le prix de l'acier, lui, il vit sa vie, il flambe, c'est incroyable, ensuite il s'effondre. Et donc, les indexations sont plus complexes que simplement ça. On a eu le même problème chez les autres ENR, les délais sont moins longs, donc photovoltaïque au sol, sur les bâtiments et éolien terrestre. Mais même sur un délai de 18 mois, 2 ans, entre le moment où on est sélectionné sur un appel d'offres creux et le moment du bouclage financier, de nombreux projets sont trop en difficulté. Donc il y a eu des mesures pendant la crise, ou en plus pendant la crise, on a souhaité globalement, collectivement, toute l'Europe sortir de la dépendance gaz, accélérer renouvelable, parce que tout kilowatt produit permettait de rapprocher un peu la sortie de crise sur la baisse des prix de l'électricité. Donc beaucoup de choses ont été mises en place pour pallier ça, et notamment des indexations rétroactives dans certains cas. C'était pas prévu dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges, mais voilà, on a, au nom de la crise, fait quelques acrobaties avec les choses qui étaient prévues, mais c'était entièrement justifié et ça a été efficace. On a effectivement, malgré la crise, accéléré le développement des services des renouvelables en France et ailleurs en Europe pendant ce moment-là. Dernier mot sur le nucléaire, très régulé. Donc, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est la reine. 42 € en 2012, 42 € en 2024. Bon. EDF a vécu avec, peut-être que je parle pas des spécialistes, donc je devrais en dire un peu plus. Mais donc la REL, c'est le dispositif qui a pour vocation de faire bénéficier tous les consommateurs français de la compétitivité du parc nucléaire historique. Et donc, quel que soit leur fournisseur, que ce soit chez EDF ou que ce soit chez un autre fournisseur. On part du principe que EDF est un monopole sur la production, mais n'est pas un monopole sur la commercialisation. Et donc, il y a un prix régulé auquel les concurrents d'EDF peuvent acheter du nucléaire à EDF. Ce prix a été fixé à 42 €. C'est pas l'acteur qui le fixe, hein, il y a un décret, etc. Ça n'a jamais évolué depuis. Et donc, quand l'inflation était à 1,5, EDF serrait les normes et vivait avec. Quand, évidemment, on a 10% d'inflation en 2 ans, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est à juste titre de ce point de vue-là, EDF considère que le dispositif est biaisé, ce qui n'est pas vers le fond du dispositif, hein, c'est une modalité, mais il aurait été satisfaisant de faire évoluer ce prix. Donc là, on est, pour ceux qui suivent un peu le secteur d'énergie, dans la fin de l'ARENE, fin 2025, donc dans moins de 2 ans aujourd'hui, donc dès janvier 2026, il n'y a plus d'ARENE. Et donc, dans la mise en œuvre d'un nouveau cadre de régulation. Et donc, pour ceux qui ont suivi, il y a globalement, il y a un système qui va protéger les Français en cas de nouvelle flambée des prix. Donc, il y a 2 seuils. Un seuil au-delà duquel EDF rendra la moitié des revenus si les prix de gros montent au-dessus de ce prix, qui a été annoncé à 78 €. Et on verra, parce que la loi n'est pas encore passée au Parlement, hein, donc on verra ce qui sort du Parlement. C'est l'annonce du gouvernement. Et un second seuil à 110 €, au-dessus duquel EDF rend 90% du prix du revenu qu'ils arrivent à vendre au-dessus de ce prix-là. Donc ce dispositif-là, une des questions très très concrètes qui se posent et qui fait l'objet de pas mal de discussions en ce moment, et on verra ce qui se passe au Parlement. Comment évolue-t-il? Est-il inflaté avec l'inflation ou pas? Est-ce qu'il est fixé sur 5 ans, il ne bouge pas? Voilà, typiquement, ce genre de questions sur l'avenir, tout le monde a en tête qu'il faut éviter de recommencer une nouvelle régulation où on a des seuils qui ne bougent pas pendant 15 ans, parce que c'est comme la reine, parce que là, c'était quand même quelque chose dont on voit que ça ne tenait pas la route. Et puis, dernier point sur le nucléaire, le nouveau nucléaire, on en parle beaucoup, 6 réacteurs, peut-être 8 suivants, parce qu'il faut préparer l'avenir. Hein. Même à 60 ans, notre parc actuel va, pour les premiers réacteurs, arriver en bout de vie sur 2035-40, pour les premiers, et c'est étalé. Évidemment, des milliards d'euros à investir en commençant aujourd'hui petit à petit, mais beaucoup entre 25 et 30 et 35, premier kilowattheure produit après 2035. Les questions d'inflation, de protection contre l'ensemble des risques, d'une grande complexité, sont en train d'être analysées. J'espère que je n'ai pas été trop loin. Dans les purs de ce qu'on avait anticipé. Alors Pierre, vous revient à la redoutable tâche. Je pense un peu d'inciter peut-être sur les imperfections du cadre.
Bonjour à tous et merci Christine. Oui, effectivement, j'avais compris assez vite que me reviendrait la lourde tâche ou la gageure de représenter les opérateurs régulés devant cette instance. Donc effectivement, alors peut-être quelques mots d'abord sur RTE, hein. RTE, le réseau de transport d'électricité, le gestionnaire de réseau de transport. Donc trois missions. La grande mission est bien sûr d'adapter notre parc, notre infrastructure, notre outil industriel pour favoriser l'insertion des énergies renouvelables. RTE, c'est 100 000 km de ligne, c'est 3 000 postes, c'est 9 000 collaborateurs. Une deuxième mission qui consiste également à s'assurer que toute la journée, tous les jours de l'année, l'électricité est disponible pour l'ensemble des usagers. C'est une mission qui consiste à permettre l'optimisation du système et son exploitation. Et enfin, la troisième mission, alors peut-être un peu moins connue, encore qu'elle prend de l'ampleur, c'est bien sûr d'éclairer les pouvoirs publics à travers différentes publications. Alors dans une moindre mesure, notre schéma de développement de réseau, peut-être plus avant notre bilan prévisionnel et bien sûr futur énergétique et d'autres prévisions ad hoc. Quelques chiffres également. Donc RTE, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une barre de 16 milliards, une base d'actifs régulés de 16 milliards, 9 000 collaborateurs, je l'ai dit, et je pense que c'est à peu près tout pour ce petit intermède publicitaire. Et effectivement, ça me permet de passer peut-être alors en complément et peut-être des propos de Dominique et en illustration, en zoomant sur RTE, sur notre situation à nous. Donc RTE, c'est effectivement un monopole naturel, régulé par la CRE, par mon voisin de gauche. Et effectivement, ça signifie qu'on a un tarif qui vient couvrir nos charges pour une période quadriennale. Cette période, on est en train de la vivre, c'est la période 2021-2024. On prépare la prochaine. Donc effectivement, ce type de débat vient un point nommé. Si on raisonne sur notre cadre régulatoire et sur la manière dont il nous immunise ou non sur l'inflation, finalement, j'ai envie de dire que on est plus ou moins parfaitement, selon les postes qui sont couverts, immunisé face à l'inflation. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'origine. Je l'évoquais, 4 milliards d'euros de charges à couvrir. Parmi ces 4 milliards d'euros, on va avoir un premier tas, un premier paquet. C'est ce qu'on appelle les postes de notre marge brute. Alors, ça recoupe différentes choses. D'abord, ce qu'on appelle nos achats liés à l'exploitation du système. C'est essentiellement l'achat d'électricité pour compenser nos pertes. Ce sont également l'appel que l'on fait à des moyens de production pour exploiter le système, que ce soit pour tenir la fréquence, pour tenir localement des contraintes d'équilibre offre-demande. Ça, c'est un poste à peu près 1 milliard d'euros. Alors, je raisonne sur les gros montants de la délibération tarifaire 2021-2024. On le verra largement changer en se confrontant à la réalité. 1 milliard d'euros d'achat, et puis on a également des recettes, nos recettes qui sont liées aux interconnexions, aux rentes de congestion des interconnexions qu'on met en vente. Vous le comprenez aisément, ce poste, il est totalement, intégralement lié au prix de l'électricité. Et donc, effectivement, à juste titre, c'est un poste sur lequel nous sommes totalement immunisés. Je vais parler dans les termes de cette enceinte. On est régulé en cost plus, ce qui signifie qu'on est en pass-through. En ex-post, nous sommes compensés, en théorie, à l'euro, pour les écarts entre ce qui avait été prévu par la délibération et ce qui est et la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Je dis en théorie parce qu'en réalité, on l'a évoqué, 1 milliard d'euros par an, c'est une somme. Et en fait, la couverture, forcément, elle est assortie de régulations incitatives pour nous inciter, Dominique l'a dit, à être efficace, à être performant, à éviter de laisser ce poste dériver. Et forcément, la couverture a été pensée à l'origine de manière légèrement imparfaite, de sorte à nous inciter à en minimiser l'enveloppe. Ça, c'est le premier paquet, le premier volant de charge à couvrir. On va ensuite retrouver un second volant de charge à couvrir, peut-être un peu plus classique, commun à toutes les entreprises. Ce sont nos OPEX, nos charges d'exploitation. On va retrouver les achats de biens et de services. Alors,
de notre côté, il s'agit essentiellement d'achats pour la maintenance de notre réseau. Ça va être effectivement ensuite des achats de type IT, des achats de type corporate, un peu plus classiques. Ça va être également nos charges de personnel et nos impôts et taxes. Et là-dessus, la logique qui prévaut, pour le coup, alors je reprends les anglicismes, c'est la logique de price cap. C'est une logique à nous inciter à être efficient, à battre le tarif, comme le disait Dominique. Et effectivement, le cadre tarifaire est établi pour 4 ans. Charge à nous de le battre, charge à nous d'être meilleurs. Bien sûr, charge à nous d'être meilleurs dans des conditions économiques données, et c'est la raison pour laquelle nous sommes également, en théorie, couverts, immunisés face au risque inflation via un mécanisme de rattrapage sur l'indice général. Et effectivement, la logique qui a prévalu, c'est une logique de simplification. On se base sur un indice simple, l'indice des prix à la consommation. Et puis enfin, on a un troisième paquet de charges, ce sont nos charges de capital. Et puis là, on en a largement parlé. Effectivement, la logique est plutôt une logique historique, une valeur nette comptable de nos actifs qui sont rémunérés, donc valeur nette historique, non rebasée, mais qui va intégrer au fur et à mesure que l'on intègre des actifs dans notre base d'actifs, l'inflation ou l'évolution des prix. Et une rémunération, effectivement une rémunération qui a été largement calée sur des taux historiques, des moyennes long terme, effectivement les taux qu'on évoquait qui convergeaient vers zéro, et donc une rémunération qui avait peu à peu connu une lente glissade à la baisse. Ça, c'était la théorie, et c'est tel que cela a été conçu en 2020, à une époque où, Jordan le disait, l'inflation, c'était quelque chose qu'on voyait dans les livres d'histoire ou dans les livres de science-fiction, mais qu'on n'envisageait pas spécialement pour un futur proche. La réalité, c'est que je pense, alors en ordre de grandeur, on devait estimer que les prix allaient évoluer sur la totalité de la période pour 5%, 0,5 au début, 1,5, 2 à la fin. En réalité, on a plutôt eu 5% par an, donc un changement de paradigme total. À la lumière de ce changement de paradigme, effectivement, comment notre modèle nous a ou non protégé, comment il a été adapté ou non à l'évolution de ces prix. Si je reprends les trois paquets, les trois types de charges qui sont couverts par le tarif, on a d'abord les charges liées à l'exploitation du système, notre marge brute. Là, effectivement, quand on parle d'inflation, on n'est plus sur 3, 5, 10%, on a été sur des prix qui ont été multipliés par 10 et parfois par 20. Donc là, on est totalement dans un changement de décor qui justifie que finalement, ce cadre qui semblait totalement immunisant pour RTE et pour les utilisateurs de réseau a nécessité d'être réouvert. Vous l'avez peut-être vu à l'époque, à fin 2022, fort de l'évolution des prix, RTE a reçu des rentes de congestion sur ses interconnexions qui étaient colossales. On prévoyait quelque chose de l'ordre de 300-350 millions d'euros par an de recettes pour la mise en vogue de nos capacités aux interconnexions. En 2022, on a plutôt été proche de 2 milliards. Le cadre de régulation, de toute façon, prévoyait qu'on restitue aux utilisateurs du réseau cet excédent, mais de manière étalée, en tout cas selon une règle de corridor bien sentie. Finalement, 2 milliards, il eût fallu près d'une dizaine d'années pour le rendre aux utilisateurs du réseau. Et effectivement, RTE et la CRE ont été assez ouverts pour réouvrir le cadre tarifaire et restituer dès la fin de l'année 2022 cet excédent. Donc ça, c'est la première adaptation que l'on a pu connaître de notre cadre régulatoire afin d'être plus diligent et restituer au plus vite aux utilisateurs du réseau cet excédent de recettes qui finalement ne dépendait que du contexte macroéconomique. Le deuxième effet sur ce premier poste, c'est qu'effectivement, je le disais, et ça semblait logique à l'origine, on n'était en réalité que partiellement couvert. On avait certains postes sur lesquels finalement on était totalement immunisé, c'est le cas pour les pertes. Certains postes sur lesquels on se disait, bon finalement on vous immunise à 80% et puis le 20% résiduel, c'est une petite incitation à des prix à 40 € du mégawattheure. L'incitation semble raisonnable. Forcément, à des prix à 400, 500, 1000 € du mégawattheure, l'incitation devenait démesurée. On sortait de la logique de l'opérateur efficace. Et effectivement,
courant 2022, on a également réadapté notre cadre tarifaire pour rester dans l'esprit de la régulation qui était de nous maintenir en tant qu'opérateur efficace. Et effectivement, ça a été plutôt une très bonne évolution qui a permis de protéger RTE des risques qui finalement n'étaient pas ceux de la logique tarifaire. Ça, c'est sur le premier volet. Le second volet, donc les charges qu'on appelle maîtrisables, nos OPEX, nos charges d'exploitation. Et effectivement, là encore, on avait en théorie une couverture sur l'inflation. La réalité, c'est que pour des raisons de simplicité, on s'était plutôt attelé à une couverture, à une immunisation face à un risque IPCH, et qu'un opérateur comme RTE, c'est pas le panier de consommation, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'on a observé sur l'année 2022 d'abord, 2023 ensuite? Et j'ai envie de dire d'abord, en fait, on a surtout essayé de naviguer. Comme beaucoup d'opérateurs, comme beaucoup d'entreprises, finalement, on était dans l'inconnu. On ne savait pas comment nos prix allaient évoluer. On avait des hypothèses sur l'évolution de l'IPC. Alors, la Banque de France, le FMI nous donnaient des hypothèses qui sont chaque mois avérées fausses et sous-estimées. Mais néanmoins, la vraie question, c'était celle de nos coûts. Et la réalité, c'est que ni nous, ni même le régulateur ou les auditeurs qui l'avaient pu mobiliser, ni même nos fournisseurs n'avaient prévu cet environnement. Et finalement, on l'a découvert au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on a eu des situations assez diverses. On a eu des charges assez classiques, nos loyers, nos véhicules, l'eau, l'électricité. Ça a évolué à peu près en moyenne comme l'inflation. Et effectivement, l'immunisation a plutôt pleinement joué son rôle. On a eu d'autres charges ou d'autres contrats. C'est assez vrai pour l'IT, pour le SI, où finalement on avait négocié des contrats fermes, long terme, qui en réalité n'ont pas évolué, qui ont même plutôt eu tendance à être stables, voire à la baisse. Et effectivement, sur ces contrats, on a plutôt eu un effet d'aubaine, ou en tout cas, notre immunisation face à un risque d'inflation nous a fait bénéficier d'un effet prix favorable. Et puis on a eu une troisième famille de prix. Et cela, pour le coup, l'histoire est clairement différente. C'est plutôt sur le cœur de notre activité, nos activités de maintenance, nos activités d'achat d'équipement, où on a plutôt eu, alors pour certains, des explosions. C'est le cas pour les transformateurs de puissance, où on lui place des 3-5% d'inflation généralisée. On a plutôt eu des 15-20% par an d'inflation. Et ça fait aussi écho à l'environnement dans lequel on est. Au-delà de l'inflation, on est dans une dynamique non seulement propre à RTE, mais propre à l'ensemble des opérateurs de réseau en Europe, qui est un développement massif. Et effectivement, quand on ouvre un textbook d'économie, un déséquilibre offre-demande se traduit forcément par une tension forte sur nos prix d'achat. Et c'est ce qu'on a vécu sur un ensemble non négligeable de nos équipements. Alors, plutôt sur la partie CAPEX, il faut le dire. Sur la partie OPEX, en fait, on est en train de vivre deux histoires différentes. Je le disais, ni le régulateur, ni nous, ni même les fournisseurs n'avions prévu cet environnement. Et finalement, on avait soit des contrats fermes, soit des contrats qui étaient basés sur des indices révisés annuellement, ce qui se traduisait finalement par des effets de décalage. Finalement, l'inflation que l'on subissait, que nos fournisseurs subissaient, ils ne pouvaient nous la répercuter qu'avec un an de décalage. Donc, on a d'abord profité sur l'année 2022 d'un premier effet de décalage où effectivement les prix n'ont pas évolué. Ce qu'on observe, et ça on commence à le voir sur l'année 2023, et on va l'observer au fur et à mesure que les indices s'actualisent, au fur et à mesure que les contrats se renouvellent, puisque les indices vont être changés par nos fournisseurs, c'est pour le coup un rattrapage de ce décalage. Si je donne un ou deux exemples, alors des postes de dépenses assez illustratifs chez RTE, on va voir la peinture. Alors ça semble assez anecdotique, mais en fait on peint nos pylônes. Ça permet de prévenir leur corrosion. Et effectivement, c'est un poste de dépense très important. Ce poste de dépense finalement avait assez peu évolué sur 2022. On observe sur 2023 une évolution des prix de l'ordre de 10 à 15%.
On a également un autre poste de dépense qui également est important pour nous, qui peut sembler exotique, c'est la végétation. Effectivement, on a des arbres qui viennent prendre de l'espace vital à nos lignes et qu'il faut couper. Et effectivement, c'est un contrat que l'on avait en vigueur jusque 2025, sur lequel on est pour l'instant assez protégé, mais sur lequel, pour le coup, on le sait d'ores et déjà, on va avoir des renégociations qui vont être sanglantes, et là, pour le coup, de l'ordre de 20-25%. Comment on a navigué dans cette incertitude et dans cette dispersité? Finalement, on a déjà navigué au jour le jour, on a essayé d'adapter. Et ce qu'on a essayé de faire, autant que faire se peut, c'est jouer le jeu de la régulation. Jouer le jeu de la régulation, ça veut dire qu'on avait une enveloppe qui était indexée sur l'inflation. Et tous ces effets d'aubaine, on a essayé de les recycler en effet volume. Finalement, la délibération prévoyait que l'on fasse un certain volume d'activité, à un certain prix. Les prix ont été plus faibles, on a fait plus de volume. Et ça fait partie aussi de notre dialogue avec le régulateur. On a une vision assez long terme sur la dette technique qui est la nôtre. Et nous, notre objectif, la logique qui a été la nôtre, effectivement, c'était de la résorber le plus possible, le plus en amont, et de prendre de l'avance sur notre programme de maintenance de nos actifs. Enfin, le troisième volet de charge, mais ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Alors, c'est l'inflation, mais c'est l'inflation plutôt l'inflation des taux, ou en tout cas sa répercussion sur les coûts de financement. Effectivement, on a vécu un effet ciseau sur la période Turpe 6, où effectivement le taux de rémunération était fixé sur la base de moyenne historique. Et effectivement, sur les 24 derniers mois, on a connu quelque chose comme 4% d'évolution des taux de financement. Alors forcément, on n'est pas sur un temps immédiat. On a du refinancement, on s'est plutôt endetté sur des taux fixes. Donc c'est plutôt sur la partie refinancement qu'on est aujourd'hui en train de souffrir, puisqu'effectivement, on se refinance plutôt, non pas sur des taux apparents de dette à 1, 1,5, mais plutôt sur des taux de dette à 3 ou 4%. Donc forcément, le coût de notre dette, en tout cas celle que l'on refinance, est sur des coûts sans commune mesure. Et effectivement, c'est ce que l'on est en train de subir. Et pour le coup, on est pas ou peu immunisé sur le risque financier. Alors après, une fois qu'on a dit ça, là, c'est plutôt un pas de recul sur ce qu'on a vécu ou ce qu'on est en train de vivre. Nous, comment on voit les choses sur la prochaine période tarifaire? On va dire que sur la partie achat système, marge brute, en tout cas postes qui sont liés au prix de l'électricité, nous, notre idée, c'est effectivement de continuer la logique qui a été la logique commune avec le régulateur, qui est de nous immuniser totalement sur les risques de marché. C'est pas là-dessus qu'on va être efficace, c'est pas là-dessus qu'on va chercher des gains de productivité, c'est pas là-dessus qu'on va protéger le consommateur. Donc effectivement, continuer sur cette logique qui va plutôt être de nous immuniser totalement sur le risque prix de l'électricité. Ensuite, sur la partie charge maîtrisable, effectivement, travailler encore plus pour protéger à la fois l'utilisateur du réseau, mais également l'opérateur sur les effets prix spécifiques. On sait qu'on est sur une forte incertitude sur nos achats, sur le prix auquel nos contrats vont être renouvelés. Et effectivement, on a assez peu de marge de manœuvre puisque l'état du marché européen est celui-là est celui d'un rapport de force colossal en faveur de nos fournisseurs. Et puis enfin, sur la partie financement, effectivement, mais ça rejoint ce que l'ART a d'ailleurs, semble-t-il, commencé à mettre en place, c'est prendre en compte non seulement uniquement, on va dire, on est sensible au cadre de régulation qui reste stable, mais effectivement prendre en compte l'évolution des coûts de financement. Alors, les coûts de financement, les coûts de refinancement, c'est sans doute ça le plus logique. Et puis effectivement, maintenir, on l'a dit, l'attractivité d'un actif comme RTE pour des actionnaires. Et ça veut dire effectivement refléter dans sa rémunération les coûts de financement actuels. C'est tout pour moi.
Merci beaucoup à tous nos trois intervenants. Je pense qu'on peut effectivement les applaudir. Merci Pierre de nous avoir bien expliqué la différence entre l'inflation en prix et l'inflation taux. Je pense que c'était important pour nous aussi de voir au jour le jour comment vous vous confrontiez à cette inflation. Alors, je vais donner la parole tout de suite à la salle. Est-ce qu'il y a des questions Eric, est-ce que tu veux lancer une première question? Non. Voilà. Bonjour. J'ai trois commentaires. Le premier, c'est qu'il y a un autre acteur que vous avez mentionné qui rentre dans le jeu, c'est l'État avec les taxes. Parce que pour l'usager, ce qu'il perçoit, c'est le prix global, taxes comprises, qui peuvent avoir un effet effectivement sur les volumes et donc accessoirement sur les recettes et l'équilibre économique. Donc comment intervient les taxes dans cette régulation? Je suppose que c'est une autre dimension. Le deuxième commentaire, c'est sur l'effet d'aubaine, qui est tout à fait intéressant. La question de la régulation, c'est de voir si cet effet d'aubaine est systématiquement prélevé ou si au contraire, il peut être une incitation positive quelque part, structurelle. Dans votre présentation là, sur les réseaux de transport, l'indice de performance n'est arrivé qu'à la fin de votre présentation. On pourrait imaginer une régulation différente qui mette plus l'accent sur justement l'amélioration de la productivité de l'opérateur pour que, en bonne entente et en bonne construction, ce soit ce qu'on privilégie pour améliorer le système et partager quelque part ce gain qui pourrait être le résultat d'une bonne gestion, en particulier sur les coûts opératoires qui sont importants, de façon à ce que ce soit partagé entre d'une part l'opérateur et d'autre part l'usager. Enfin, mon troisième commentaire, il est sur... il y a le calcul de l'inflation avec toute la technique un peu technocratique quelquefois qui intervient là-dedans. Je ne voudrais pas donner mon expérience, mais il y a des effets paradoxaux. Mais mon point, c'est sur les effets systémiques. C'est-à-dire que par rapport à l'opérateur et sa fonction, il y a des impacts, il y a des effets qui sont liés au système beaucoup plus large. Et vous l'avez évoqué avec la tension dans les interconnecteurs qui vous a permis d'avoir des revenus très importants par rapport aux prévisions. Mais il y a un autre exemple qui se profile dans le futur et qui nécessitera à la fois de la prospective et de la vision, c'est la synergie colossale qu'il y a et qu'il va y avoir entre les voitures électriques et l'équilibrage du réseau, et qui se chiffre en milliards. Vous l'avez chiffré pour 2035 en plusieurs milliards. Et vous voyez que là, il y a une interrogation de régulation parce que du fait de cette synergie, il y a une marge colossale. Est-ce que cette marge, elle doit aller uniquement dans la poche de l'opérateur qui génère cette marge, ou est-ce que cette marge qui est aussi générée par la connexion de deux systèmes qui sont le système de transport donc des voitures et le système électrique, est-ce que cette marge ne devrait pas être répartie sur toute la chaîne de façon précisément à inciter encore plus les voitures électriques en baissant par exemple le prix de l'électricité pour la mobilité électrique, de façon à avoir un effet qui soit plus global pour l'ensemble du système, y compris le climat, qui permettrait de favoriser, d'accélérer une transition énergétique au profit de la voiture électrique, parce qu'on a une incitation supplémentaire qui est de baisser le prix de l'électricité sur la mobilité électrique à cause de cette synergie qui est absolument colossale. Merci beaucoup pour vos trois questions. Donc, on a trois intervenants. Donc, on va ventiler les questions sur les taxes. Qui veut répondre? Tu veux dire un mot? Les taxes, on les voit arriver. Je comprends qu'il y a une annonce hier sur le fait que la taxe sur l'électricité, la TICFE, qui avait été suspendue complètement en 22 et 23 pendant les boucliers tarifaires, va remonter à un certain niveau dans la limite de 10%. Je ne sais pas si c'est encore une annonce ou pas. En tout cas, c'est dans l'air.
Simplement, l'effet que ça a, c'est que, je pense que c'est relativement indifférent, excepté le fait que ça peut peser sur la consommation, parce que les consommateurs, entreprises ou particuliers, vont faire un peu plus attention si l'électricité est un peu plus chère parce qu'il y a plus de taxes, ou parce qu'on revient au niveau de taxes antérieures. Et donc, ça complique un peu l'équation réseau, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les réseaux sont des coûts fixes. Alors, il y a l'inflation, etc., il y a plein de choses qui bougent, mais globalement, c'est des coûts fixes, ils ne dépendent pas très peu de la consommation effective. 100 TWh ou 450, ça ne change pas grand-chose au coût de RTE, donc on divise par moins de kilowattheures, donc le prix du kilowattheure, le coût du réseau en kilowattheure augmente. Voilà, mais c'est un effet quand même secondaire à la marge. Globalement, la consommation d'électricité, elle est là pour durer. Bon, on a quand même vu, on est tous inquiets là-dessus sur le prochain tarif, puisque on va le fixer tout au long d'un 4, il va s'appliquer à partir d'août 2025. Là, ce qu'on voit, c'est beaucoup de sobriété. Enfin, on voit des perspectives de consommation électrique à moyen terme en très forte hausse, parce qu'on va tout électrifier de partout, sauf qu'on commence par un moins 7, moins 8%, qui va compliquer l'équation pour 25, 26, 27, 28, et en plus, la compliquer mécaniquement, on divise par moins de volume, et la compliquer même intellectuellement, parce que quelle trajectoire d'accélération, est-ce que ça va rester sur un plateau bas et redémarrer en fin de période, démarrer tout de suite? Mine de rien, ça change pas mal l'équation. Bon. Donc les taxes, c'est quand même relativement secondaire. Peut-être on fait les 3 points d'un coup, et puis je passerai la parole. Oui, si tu veux. Non, mais juste sur l'effet d'aubaine, c'est vraiment un point important. C'est le cœur de la régulation des réseaux tels qu'on la pratique en France, et c'est quand même un modèle au minimum. Le Royaume-Uni fait pareil, et beaucoup de pays font pareil. Il n'est pas systématiquement prélevé. Au contraire, on incite l'opérateur par tous les moyens à aller rechercher un effet d'aubaine ou effet de productivité ou effet de maîtrise des coûts. Attention, ce n'est pas la maîtrise des coûts systématique. Il y a 2 piliers à la régulation, c'est maîtrise des coûts et qualité de service. Donc, il y a beaucoup d'argent, en dizaines de millions d'euros. C'est important, si tout allait très mal, sur la qualité d'alimentation, la qualité de service de l'opérateur, pour s'assurer évidemment qu'on ne cherche pas pour gagner un peu d'argent une année et ensuite à mettre en péril la qualité d'alimentation du réseau électrique. Ceci étant donné, donc à l'opérateur de se débrouiller, il conserve tous les gains qu'il est capable de faire, il garde aussi des pertes s'il n'arrive pas à battre le tarif. Par contre, on rebase tous les 4 ans. Donc le concept, c'est pendant le tarif, tout gain va à l'opérateur, à son actionnaire. S'il fait un peu plus de volume, tant mieux. Par contre, à la fin du tarif, on regarde la performance effective et on repart de là pour fixer. Donc ensuite, les années ultérieures, ce sont les consommateurs qui bénéficient de cette productivité. Donc ça, on fait des points régulièrement. On n'a pas fait régulièrement pour le transport, je l'ai pas en tête, pour les distributeurs qui sont en volume très important. Si on regarde sur 15 ans, globalement, les OPEX, les distributeurs hors énergie, parce que l'énergie perturbe les calculs, ont évolué moins que l'inflation. Donc c'est un système qui fonctionne. Dans la durée, les consommateurs ne paient pas l'inflation générale. Ce sont des monopoles. Enfin, attention, les opérateurs industriels très importants. Il faut absolument, et c'est l'idée, maintenir cette tension qui serait celle d'une entreprise en compétition. Donc, bien aimé le concept de naviguer pendant la crise. Vous avez navigué parce que vous avez une trajectoire, mais comme toute entreprise a navigué pendant la crise. Une entreprise concurrentielle, elle a l'impression elle n'est pas plus que vous, personne ne savait ce qui allait se passer, pour anticiper, il fallait naviguer. Donc vous devez naviguer à l'intérieur d'un cadre qui reproduit un peu un cadre concurrentiel, sachant quand même qu'il y a une loi qui nous dit qu'il faut couvrir les coûts. Si d'aventure la catastrophe ne couvre plus ses coûts, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. Ça, c'était le second point. Et sur l'effet systémique du véhicule électrique, juste un petit point pour dire que là, on est à la marge entre le réseau et le marché. C'est-à-dire que cette partie d'équilibrage, d'optimisation, etc., et de synergie entre le véhicule électrique et le système électrique, c'est plutôt la partie concurrentielle. Donc, ce n'est pas une marge qui va revenir à RTE, pas vocation du tout à revenir à RTE, sachant qu'RTE, pour équilibrer le système, a tout un système d'appel à des sources de flexibilité, mais des sources concurrentielles. Et ensuite, sur l'opportunité, oui, en théorie, elle est énorme, parce que 15 millions de véhicules électriques, c'est 15 millions de batteries sur roue, et il y en a plusieurs millions qui, à un moment donné, seraient capables d'aider le système. Après, il faut la mettre en œuvre. Pour l'instant, à 1,5 million de véhicules, il n'y a pas d'économiques qui sont encore là, ni en France, ni ailleurs en Europe. C'est en train de se développer, plein d'expérimentation sur ce qu'on appelle les véhicules to grid, capable que les batteries réinjectent sur le réseau. Bien sûr, une batterie tout seul, c'est tout petit, donc il faut agréger 100 000, 500 000, 1 million de véhicules pour que ça ait du sens. Donc, on verra. Dans un premier temps, là, la préoccupation de RTE et de l'ensemble des opérateurs, c'est déjà qu'il y a un pilotage de la charge, même sans aider forcément le système en remettant sur le système, qu'on n'ait pas les Français qui arrivent à 19h, je branche,
exemple, aujourd'hui, où on a une pointe à plus de 80 gigawatts, c'est pas une bonne idée. Encore aujourd'hui, ça se voit pas. Mais quand il y aura 15 millions de véhicules, d'ajouter 5-6 gigawatts parce que tout le monde branche sans réfléchir. Donc déjà, s'assurer qu'il y a un pilotage minimum qui est fait. C'est les soucis des pouvoirs publics en ce moment. Quentin, vous voulez réagir sur, on ne vous demande pas sur les véhicules électriques, mais peut-être sur les questions d'effet d'aubaine qui sont. Ouais. Bon. Effectivement, j'ai l'impression que les questions étaient plutôt dans le secteur de l'énergie. Mais alors, sur cet effet d'aubaine, peut-être pour dire, du côté autorisation des transports, on va vraiment distinguer les autoroutes concédées qui ont un cadre particulier, un cadre concessif, avec des lois tarifaires qui sont fixées ex ante dans les charges pour toute la durée de la concession, et du fait de la durée longue des contrats, des avenants qui vont venir à un moment donné dans le cadre d'un monopole naturel. Il n'y a que le concessionnaire d'autoroute qui peut faire les investissements que vous avez besoin à l'instant T, sans appel à la concurrence. Eh bien, voilà, mettre en place une logique de compensation via des hausses complémentaires de péage d'investissement qui étaient imprévues. Et puis, la logique classique, celle de la CRE pour l'énergie et le gaz, dans la régulation, par exemple, du réseau ferroviaire ou des aéroports. Sur la régulation classique, l'effet d'aubaine qu'on va vouloir éviter là maintenant, par exemple, c'est le fait que on ait des opérateurs qui viennent nous voir pour des tarifs pluriannuels 24-25 en nous présentant des bases de charges qui sont les bases de charges. Alors, 2022 pour les derniers comptes approuvés, mais avec les prévisions d'atterrissage 2023, où on a des coûts de l'énergie qui ne vont pas être ceux de la période 2024-2025, où les prévisions d'inflation qui vont être à la baisse. Donc, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine où on prend une base de charge qu'on projette sur la période qui va être nettement supérieure à ce qu'elle sera effectivement parce qu'on a une désinflation sur la partie énergie. Donc, c'est ça l'effet d'aubaine qu'on va vouloir éviter. Et là où je rejoins Dominique, c'est que il y a un enjeu pour nous, mais c'est un enjeu pour le futur, ce qu'on appelle l'acte 2 de la régulation, de davantage prendre en compte les éléments de régulation incitative à la performance sur les volets coût, qualité de service. Ils sont explicitement prévus par les textes dans le secteur de l'énergie. Ils ne sont pas explicitement prévus par les textes dans le secteur des transports, soit au niveau européen ou au niveau national. Ils ne sont pas non plus explicitement interdits par les textes. Et on voit bien que c'est compliqué d'avoir une régulation du secteur de l'infrastructure qui ne repose pas sur un volet performance-coût et un volet performance-qualité de service pour éviter qu'on batte les trajectoires tarifaires, on aille regarder la qualité de service. Donc ça, c'est ma réflexion effet d'aubaine sur les gestionnaires d'infrastructures en monopole naturel qui sont régulés traditionnellement. Côté autoroute concédée, la réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire cette indexation qui était prévue des péages sur 0,7 fois l'inflation, ça peut être 0,85 dans certains contrats, mais disons 0,7 fois l'inflation, on voit qu'elle avait potentiellement une double logique. Une logique de j'immunise le gestionnaire d'infrastructure contre une évolution de ses charges et je tiens compte pour des actifs qui ont de très longues durées de vie, finalement des gains de pouvoir d'achat des usagers pour pouvoir lisser de manière intertemporelle le financement de ces réseaux qui vont bénéficier aux usagers d'aujourd'hui, mais aux usagers de demain. Et en fait, ce 0,7 point d'inflation, c'est un mauvais proxy par rapport à ces deux choses. Si on veut immuniser le gestionnaire d'infrastructure contre l'évolution de ses charges, il faut regarder la structure de coût. Et si cette structure de coût fait apparaître qu'on a de l'ordre du tiers des charges qui sont ciblées à l'inflation et les 2 tiers des charges qui ne le sont pas, il faut que l'indexation soit à 0,3 ou 0,33 fois l'inflation. Et si on veut prendre en compte l'évolution du pouvoir d'achat des usagers des autoroutes, ce n'est pas l'inflation qui est le bon proxy, c'est peut-être la croissance de l'économie ou autre. Voilà. Et donc, la réflexion sera plutôt comment est-ce que, notamment dans la perspective de l'adjudication de nouveaux contrats de concession d'autoroute potentiellement, sur la période 2030-2040, sur les contrats historiques arrivent à échéance entre 2031 et 2036, comment est-ce qu'on met en place un cadre régulatoire au sens large qui soit plus satisfaisant. Mais cet effet d'aubaine, c'est vrai qu'il renvoie vraiment à la question de la pertinence des transferts de risques. Il n'y a pas de pertinence à transférer un risque qui n'est pas mieux maîtrisé par l'opérateur que par la puissance publique. Ça se traduit par un coût du capital plus élevé, etc. Et voilà. Donc il y a vraiment cet enjeu de comment je construis le cadre de régulation qui est le plus intelligent possible. Pierre, vous voulez ajouter quelque chose ou vous voulez qu'on passe à une autre question? C'est comme vous voulez.
Non, je pense que, en deux mots peut-être, alors je vais pas revenir sur la partie effectivement effet d'aubaine. Hein, bon, l'idée effectivement, nous côté RTE, l'objet était plutôt de ne pas jouer l'effet d'aubaine et d'essayer de le compenser. Après effectivement, la logique de la régulation, c'est justement de faire révéler en laissant l'opérateur capter une partie de sa performance, de faire révéler sa structure de coût. Et effectivement, l'idée est que sur le long terme, ce soit quelque chose qui fasse converger vers une structure de coût efficace. Sur la partie taxe, effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, c'est un poste de charge non négligeable pour nous. Et effectivement, l'évolution des taxes a aussi été une source de grosse distance ou divergence entre l'évolution des prix à la consommation et l'évolution des assiettes. Forcément, ça a beaucoup évolué. On a notamment la CVAE qui a été partiellement supprimée. Donc, effectivement, on a eu des effets assez notables dessus. Et puis, peut-être juste pour conclure sur la partie véhicule électrique, effectivement, RTE est très favorable à l'intégration de toute flexibilité. Sur le long terme, effectivement, on entrevoit toutes les opportunités que cela permet de donner. Sur le court ou moyen terme, par contre, comme le disait Dominique, notre métier est en train de changer. C'est-à-dire que, alors que il y a encore quelques années, finalement, on regardait notre courbe de charge en se disant à 9-10 heures, les cafetières s'allument, à 18 heures, les gens rentrent chez eux. Bah, finalement, maintenant, c'est complètement différent. Au-delà de la production intermittente, on a effectivement des batteries qui vont venir se charger, les batteries de nos véhicules électriques qui vont venir se charger. Et ça, pour exploiter le système, c'est un défi majeur et c'est celui auquel on est confronté aujourd'hui et également demain. Merci beaucoup. Question là-bas, Julien. Oui, bonjour. Il y a un aspect, me semble-t-il, à la lecture du titre qui a assez peu été abordé, c'est la régulation des prix pour le client final. Parce qu'après tout, le phénomène prépondérant d'inflation que l'on a connu, c'est avant tout un problème d'inflation des prix d'énergie, avec des conséquences assez substantielles sur les entreprises, un peu moins sur les particuliers qui ont été largement protégés. On a un régulateur dont la régulation du prix pour le client final constitue une part significative de l'activité. D'où ma question, quel est le retour d'expérience sur la régulation de l'inflation sur ce segment particulier du marché pour le régulateur? Le maintien de cette régulation demeure-t-il légitime et nécessaire pour l'avenir? Et le cas échéant, quelle forme devrait-il prendre? Quelle question, Dominique? Tu veux répondre? Je pense que peut-être un mot général sur la crise des prix de l'électricité et du gaz. Les pouvoirs publics en France ont fait le choix d'une protection effectivement très forte des consommateurs particuliers, mais aussi des entreprises, sachant que cette protection venait en plus de l'ARENH dont j'ai parlé tout à l'heure, qui déjà représentait en gros la moitié des factures d'électricité, donc une moitié à 42, quand le prix effectivement est monté, alors il est monté à 1000 pendant quelques jours, mais à 400, 500 pendant quasiment une année. Il y avait déjà une protection. Au-delà de ça, il y a eu des boucliers, on a entendu parler, etc. Donc le résultat, c'est vrai qu'on a eu des prix pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises qui étaient parmi les meilleurs d'Europe en électricité. Et qu'on a eu aussi une inflation générale des prix qui a été pendant longtemps plus basse qu'ailleurs en Europe. On dit un peu ça, mais parce que l'inflation de l'énergie était un peu moins forte. Ça, c'est le cadre général. Ensuite, je pense que ta question, Julien, porte sur le tarif réglementé de vente, hein, la régulation des prix pour les particuliers et les TPE. Pour les entreprises, parce que les particuliers, on voit qu'ils ont été très protégés. Il y a des vraies incertitudes à l'avenir pour les entreprises. En tout cas, il y a potentiellement de vraies incertitudes pour les entreprises si le phénomène est amené à se reproduire. Le maintien d'une régulation est-il nécessaire, légitime, et le cas échéant, quelle forme devrait-il prendre? Parce que c'est la vraie question, effectivement, avec la fin de l'ARENH. Donc, je pense que alors c'est vraiment un sujet pour les pouvoirs publics au sens large. Hein, c'est le gouvernement et le Parlement qui vont chacun dans ses missions au titre de la Constitution mettre en œuvre une régulation. Je pense que le consensus général en France, c'est qu'il y a besoin d'une régulation qui prend le relais de l'ARENH, qui s'arrête au 31 décembre 2025. Ce qui a été annoncé, qui n'est pas encore voté, c'est une régulation différente. Il n'y a pas un accès garanti à 42 € pour une partie de la facture. Il y a un fonctionnement
dans le marché européen et français normal de l'électricité jusqu'à un certain plafond. Et ce plafond, la question, je disais, hein, on ne sait pas encore comment il évoluera année après année, mais au-dessus d'un plafond, EDF, au titre de son parc nucléaire, devra restituer aux consommateurs, la mécanique, hein, après la mécanique, on la mettra en œuvre, on comprend le concept, restituera les excédents de revenus au-dessus de ce plafond. Donc on est plus dans une sorte de bouclier préventif. Là, le bouclier, il a fallu réagir en crise, il n'y avait pas de bouclier partout en Europe. Que dans le système de l'AREN. Donc oui, la réponse est oui, il faut une régulation qui prenne la suite de l'AREN. Ensuite, il y a un projet qui a été annoncé, il faut qu'il fasse son chemin au Parlement, qu'il soit mis en œuvre, tout ça démarrant au 1er janvier 2026. Et donc, c'est là où je partage l'importance de la question. Pour les entreprises, leur coût de l'énergie en 2026, ils sont déjà en train de le préparer aujourd'hui. Pas fin 2025, avec quel sera le prix de l'électricité en 2026, pour celles pour lesquelles c'est un facteur de prix important. Donc, c'est l'annonce, en tout cas, du projet, même s'il n'est pas encore passé au Parlement, c'est très important, ça redonne de la visibilité sur les prix de l'électricité à cet horizon-là. D'autres questions? Oui, Dan. Oui, bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, effectivement, l'exemple dans l'énergie, puisque moi, je représente des usagers d'infrastructures, mais de transport. Et effectivement, actuellement, la régulation telle qu'elle existe, Monsieur Cartier l'évoquait, a quelques lacunes, il me semble, concernant le volet performance et qualité de service. Il est clair que c'est quelque chose, concernant du moins les aéroports, pour ma part, qui est totalement inexistant aujourd'hui dans le cadre de régulation. Et donc je suis curieuse de savoir effectivement dans le domaine de l'énergie comment concrètement se passe effectivement la discussion entre le gestionnaire d'infrastructure et le régulateur sur ce volet-là. Quels sont les pouvoirs du régulateur, un peu plus de détails sur la manière dont ça fonctionne pour qu'effectivement ces engagements de performance puissent être déjà bien calibrés et délivrer tout le résultat. Alors, sur la régulation incitative de nuit. Oui, alors, c'est une discussion qui est continue. On ne peut pas inventer un indicateur et subitement dire, ben voilà, on met des millions d'euros sur cet indicateur et voilà quel sera le seuil objectif, etc. Donc, il faut connaître l'historique. Donc, heureusement, on a cet historique pour l'essentiel des indicateurs. Donc, on regarde. Et quand il y a les choses évoluent, donc quand il y a des nouveaux besoins, et la pratique, c'est on met en place un indicateur sans qu'il soit incité. Donc, il existe, il est publié, et puis quand on a un peu d'historique, ensuite on met de l'argent dessus. Ensuite, on regarde, et donc pareil, même concept, on essaie de fixer les trajectoires. Quand je dis on essaie, c'est parce qu'il peut arriver que ça bouge, mais c'est vraiment rarissime, pour 4 ans. Donc l'opérateur, il sait quelle est sa trajectoire pendant 4 ans, il sait combien il perdra s'il ne la bat pas, combien il gagnera s'il la bat, il s'organise là-dessus, et ensuite on regarde au bout de 4 ans, ce n'est pas un dialogue entre l'opérateur et le régulateur, c'est une tierce partie qui sont les utilisateurs des réseaux, donc c'est complètement open, d'abord les choses sont publiées chaque année, et puis il y a des consultations publiques régulièrement qui portent non plus en général sur cette question-là, la batterie d'indicateurs. Par exemple, la qualité d'alimentation, c'est-à-dire, c'est un peu technique, il y a le nombre en minutes de coupures pour chaque utilisateur du réseau d'électricité, la durée en minutes, le nombre des coupures, tout un tas pour les utilisateurs particuliers, pour les entreprises. Évidemment, après, on rentre dans la complexité des indicateurs. Donc, très clairement, si je devais porter un jugement, je pense que franchement, Pierre, tu me diras, mais ça marche pas mal, parce qu'on a l'historique et qu'on pense, grâce à ce dialogue très ouvert à toutes les parties prenantes, capter à peu près correctement les principaux enjeux. La partie quand même la plus difficile, je me direz-vous, madame, c'est d'arriver à embarquer là-dedans les consommateurs et leurs associations, parce que tout ça est très technique. Donc, on a évidemment les fournisseurs qui sont dans l'énergie, on a les fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs, eux, ils font une offre globale. Le client, il paie sa facture d'électricité. C'est le fournisseur qui embarque la partie réseau, qui embarque la partie qualité de service, le respect des rendez-vous, la qualité d'alimentation, les délais de mise en service, etc., le changement de puissance, toutes ces choses-là, c'est mesuré, mais voilà. Donc, le concept, il est pas mal, il s'est bien rodé.
Ensuite, il faut tous qu'on soit intelligents parce que les consommateurs et leurs associations sont pas très présentes malgré nos efforts. Hein. On les réunit, tout ça, mais c'est très technique et les associations, la plupart n'ont pas forcément une personne dédiée à l'énergie. Hein, il y a beaucoup de secteurs, donc c'est pas évident d'avoir le retour des consommateurs eux-mêmes. Voilà, le concept, c'est ça. Je vais prendre le relais, mais je vais sans doute pas dire des choses tellement différentes. Finalement, quand on parle de performance, d'incitation, on a deux grands volets. On a les charges maîtrisables et les régulations incitatives. Sur les charges maîtrisables, effectivement, l'idée, c'est le dialogue régulatoire, c'est celui de regarder les charges qu'on a eues par le passé, de projeter nos charges pour le futur et d'essayer d'en exhiber, d'en mettre en évidence des facteurs de productivité. Alors effectivement, c'est un exercice qui est forcément un petit peu théorique et forcément arbitraire. On essaye parfois de se raccrocher à des benchmarks européens, mais la réalité, c'est qu'ils sont pas du tout pertinents, que en fait, il y a autant de types de régulateurs, d'opérateurs que d'opérateurs, et qu'on est assez peu comparable avec notre homologue néerlandais, hollandais, allemand, peu importe. Là-dessus, effectivement, ça fait partie d'un dialogue avec le régulateur, les auditeurs, pour essayer de mettre en évidence quelle va être la performance attendue. Ça marche plutôt bien. Nous, notre sentiment, c'est que ce qui va être le challenge, ça va être le changement de paradigme. Finalement, nous, RTE, on a historiquement été un opérateur avec une trajectoire assez stable, des investissements assez stables, un périmètre assez stable. On change de dimension, hein. On l'évoquait, x2, x3 sur les investissements. Forcément, on va être confronté à des changements de nos modèles, à des changements d'organisation, et on va dire que l'approche un peu historique va être compliquée. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. On essaye de travailler en ce sens. Et puis ensuite, on a effectivement l'ensemble des régulations incitatives où on essaye collectivement avec les consommateurs, le régulateur, l'opérateur de trouver la quadrature du cercle, en tout cas ce qui va satisfaire chacun des trois. Alors l'usager pour avoir un peu plus de performance, le régulateur pour donner de la bonne incitation, et puis nous, de notre côté, s'assurer qu'on est sur des incitations que l'on peut véritablement piloter et sur lesquelles on a vraiment des leviers de performance. Ça, forcément, on a toujours le poids de l'historique, on a toujours des nouveaux enjeux. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux autour du raccordement, des télés de raccordement, puisque c'est l'enjeu majeur de la transition énergétique. C'est là-dessus qu'avec le régulateur, on s'oriente pour réorienter la performance de RTE. Nous, effectivement, notre souhait aussi, c'est le travail qu'on a commencé à mener, c'est de réfléchir aux véritables incitations, aux véritables enjeux de RTE. Alors après, effectivement, comme c'est très technique, c'est très complexe, on a parfois du mal à trouver des nouvelles idées, mais on y travaille. Si, question ? Pardon, allez-y. Sur ce sujet, effectivement, hein, dans le sort des transports, la mise en place d'une régulation incitative à la performance est au cœur de nos réflexions actuelles. Il y a deux volets dans une régulation incitative à la performance, un volet coût, un volet qualité de service. Sur le volet coût, on voit bien que la première étape, c'est déjà la mise en place de cadres régulatoires pluriannuels avec des price caps, parce que par nature, ils vont inciter l'opérateur régulé à battre les trajectoires. Et comme la régulation, elle repose sur des bases de charges qu'on projette, et bien à un code tarifaire d'après, on a une base de charge qui est plus basse et qui va bénéficier aux usagers. Après, le niveau de raffinement, il est double. Il est sur le facteur d'efficacité, le facteur -X qu'évoquait Dominique tout à l'heure. Comment on dimensionne ? Alors, Pierre évoquait les benchmarks pour essayer de voir une frontière d'efficience parmi d'autres opérateurs. Il peut y avoir ce qu'on fait dans le secteur ferroviaire, l'élaboration d'un modèle technico-économique de coût pour non pas prendre telle quelle la donnée de sortie, mais alimenter le dialogue avec l'opérateur régulé. Donc ça marche bien pour les OPEX.
Sur le volet investissement, c'est encore différent, parce que c'est sans doute facile de respecter une enveloppe financière. La question, c'est, par rapport à ce qui a été budgété, est-ce que j'ai le volume de réalisation industrielle qui constitue l'hypothèse sous-jacente aux déterminations de l'enveloppe. Voilà, donc là, dans le secteur aéroportuaire, l'autorité a fait des propositions dans un rapport de septembre 2023 sur le sujet. Et voilà, c'est bien la partie coût. Et sur la partie qualité de service, effectivement, on est un peu plus avancé dans le ferroviaire. Notre réflexion, c'est avec les usagers déterminer les indicateurs de qualité de service qui sont les plus pertinents par rapport à leurs besoins. Ensuite, essayer de déterminer des cibles et de suivre les trajectoires. C'est la marche à blanc qu'évoquait Dominique. Ça permet au moins une régulation réputationnelle dans un premier temps. Et une fois qu'on a cette base, effectivement, la mise en place de mécanismes financièrement incitatifs à cette performance. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui nécessite de l'apprentissage. Et plus tôt on le met en œuvre, et plus rapidement le cadre régulatoire devient satisfaisant pour l'ensemble des parties prenantes. Historiquement, être un opérateur efficace en termes de financement, c'était de se couvrir contre les hausses des taux. Là, on va être à un niveau relativement élevé, relativement du plafond. Comment vous jugez cette évolution de l'opérateur efficace? Et pour le consommateur, a plus intérêt à ce que les coûts de financement soient plus de variables que de fixes? C'est une question pour moi. Vaste question. Je pense qu'effectivement, nous historiquement, on s'est peu couvert sur la hausse des taux. On a plutôt largement émis à taux fixe. Et alors, toutes les entreprises émettent à taux fixe, mais en tout cas, on n'a pas variabilisé notre dette. On l'a peu variabilisé. Ça a pu être une opportunité qu'on a manqué sur la période 2013-2020. Ça a plutôt été une belle opportunité sur la période 2021-2024. Quand on raisonne en termes d'ALM, d'Asset Liability Management, je pense que chaque opérateur doit à peu près faire le bilan entre son exposition à la fois à l'actif, à la fois au passif, au risque taux d'intérêt. Effectivement, cet exercice, historiquement, les opérateurs l'ont peu fait parce qu'on sortait d'une période doublement décennale de chute, certes lente mais inexorable des taux. Là, forcément, la problématique se pose un peu plus. Après, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, un opérateur a intérêt à variabiliser sa dette plus qu'il ne l'était avant? J'ai été gérant obligataire dans une vie passée. Prévoir l'évolution des taux reste un exercice qui a connu dont peu de personnes sont sorties vivantes. Donc bon, je pense que généralement on est plutôt sur des pratiques historiques et de bons pères de famille chez des opérateurs industriels qui n'ont pas vocation à prendre une vue sur l'évolution des taux. Peut-être juste une remarque rapide du point de vue du régulateur. En fait, ce n'est pas une question pour le régulateur, puisque le régulateur, lui, du point de vue de la rémunération des capitaux engagés, adopte une approche normative, avec une structure au passif qui est normative et des références via la théorie du MEDAF, qui sont aussi normatives. Après, c'est le rôle de l'opérateur de faire en sorte de jouer le mieux possible avec ce cadre de régulation, mais c'est vrai que ce n'est pas une question qui est directement d'intérêt, en tout cas pour le régulateur. Oui, Sébastien. Une question spécifiquement sur les infrastructures qui voient leur assiette décroître de consommation, notamment sur le gaz, qui fait exception par rapport à l'ensemble des autres infrastructures dont on parle aujourd'hui, puisqu'il y a une source d'inflation qui n'a pas été évoquée à ce stade, qui est liée justement au principe de couverture des coûts des infrastructures. Lorsqu'on combine à une décroissance mécanique et structurelle à long terme des consommations de gaz, ça conduit à une inflation induite complémentaire à toutes les sources qui ont été évoquées jusqu'ici, et qui vient s'appliquer directement aux consommateurs, mais c'était essentiellement aux consommateurs, plutôt petits consommateurs résidentiels, puisque ce sont les tarifs de distribution qui portent l'essentiel du poids relatif de ces infrastructures. Donc, je voulais savoir comment la Creux, comment Dominique voyait
voyez, ce sujet qui peut soulever un certain nombre de questions, de principes, au-delà du principe historique de couverture des coûts. C'est effectivement un sujet pour la régulation de l'infrastructure de gaz. Donc la CRE a en anticipation, parce que là on est dans le process de finaliser les prochains tarifs de transport, de stockage et de distribution de gaz. Donc les 2 premiers sont sortis, les distributeurs vont sortir fin janvier pour application au 1er juillet 2024. Donc en amont de ça, il y a à peu près un an, on sortit un rapport sur l'avenir des infrastructures gazières. Pour vous faire, enfin, c'est un rapport, évidemment, c'est un rapport, mais un des principaux messages, c'est que même si la consommation de gaz diminue fortement, il y a, suivant les scénarios, on est entre 300 et 160 TWh en 2050, on est sur 450-500 aujourd'hui. Donc, mettons une division mettons par 2 en moyenne, voire par 3 de la consommation de gaz à cet horizon-là, et sans gaz fossile, intégralement du gaz vert, on n'aura pas une division par 2 ou par 3 des infras. C'est-à-dire que l'essentiel des infrastructures, notamment le transport, on aura quelques bouts bien identifiés, mais le reste sera là. Donc on a bien cet effet ciseau qui va se passer. Ça, c'est les premiers points, ça pourrait être inquiétant. Donc il faut relativiser, moi je relativise, c'est que typiquement, quand on regarde les tarifs qui sont là, on a déjà cet effet-là. Pas vraiment parce qu'on anticipe que le gaz va disparaître, parce qu'il y a l'effet sobriété, et qu'il y a eu la crise, et donc il y a une très forte baisse de consommation, et on s'attend à ce que la sobriété continue. On va partir sur la production de gaz. Donc on a déjà un effet très fort. Finalement, ça fait un tarif unitaire qui va augmenter, mais quand on regarde bien, le coût en milliards d'euros pour la collectivité France, il n'augmente pas. Parce que, évidemment, les opérateurs sont dans une logique quand même de maîtrise des investissements, on les incite aussi. Donc les nouveaux investissements, c'est finalement seulement pour, essentiellement, raccorder le biométhane, tout ce qui est sécurité, renouveler évidemment les pipelines qui sont anciens, etc. Et c'est tout. Donc on a peu d'investissements, et les OPEX sont maîtrisés, champ d'exploitation. Donc en milliards d'euros pour notre pays, le coût n'augmente pas. Effectivement, avec la baisse de la consommation, ça fait plus le rattrapage de la sobriété passée, ça fait une hausse unitaire qui augmente. Et pour un Français qui a, mettons que son tarif de réseau augmente de 20%, mais s'il a baissé sa consommation de 10 ou 15%, sa facture n'augmente pas autant que ça. Donc à l'affichage, on a des hausses très fortes. En réalité, pour le coût, pour nos concitoyens et pour la société, c'est pas si fort que ça. Et quand on compare à l'électricité, certes, on a une base de consommation qui augmente, mais on a des investissements qui vont augmenter, mais très fortement. Je ne vais pas donner des chiffres parce que ça ne ferait pas, mais par rapport à la base d'actifs de RTE, c'est 16, je pousse à 17 milliards d'euros, dans les 20 prochaines années, on va faire combien 3, 4, 5 fois ça. Donc la base active va. Et donc, c'est pas la même logique. Voilà. On a une base de coût qui va rester la même avec des volumes qui diminuent pour le gaz, mais on a quand même une base de coût qui va augmenter très fortement. Si j'ai répondu. Alors, est-ce qu'il reste. Je ne sais pas si on attend. Oui, on prend une dernière question. On a beaucoup parlé de régulation. J'aurais voulu avoir votre avis sur le tarif qui existe entre les différents pays. J'ai entendu qu'il existe un tarif européen qui est basé sur le coût du dernier kilowatt produit. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Où en est-on sur ce sujet? Pas le coût du dernier kilomètre. Donc ça, c'est le principe de la tarification au coût marginal. Oui. En fait, je m'adresse à des économistes plus brillants et plus forts en théorie que moi, mais c'est quand même le concept de base de l'économie des commodités. Une commodité, c'est 1 kWh de gaz, c'est 1 kg de riz, de blé, d'acier, une tonne, je ne sais rien, 1 kWh d'électricité au même moment, c'est important, parce que le kWh d'électricité, il ne vaut pas pareil à 19h en hiver et à 3h du matin en mai. Mais au même moment, 1 kWh, il a la même valeur. Et donc, le principe fondamental de tarification de ça, c'est de tarifier le coût marginal. Donc, ce principe de tarification du prix de l'électricité sur les marchés au coût du kilowattheure marginal, c'est pas une lubie de fonctionnaires bureaucrates européens, je sais pas quoi, c'est l'application de la théorie économique de base. C'est vraiment important. Et à court terme, quand il y a des crises, ça flambe de façon démesurée, personne n'y comprend rien, ça se fait attaquer de tous les côtés, etc. Dans le long terme et sur la durée, ça fonctionne très bien. C'est clair que
le système n'était pas préparé à la crise. Donc personne n'avait prévu qu'on ait en même temps plus de gaz russe, c'est 40% de notre européen, et c'est essentiel pour passer l'hiver en électricité, y compris en France. Et en plus de ça, la même année, une production nucléaire à 280, alors qu'on était à 360 l'année d'avant. Donc 25% quasiment de baisse. Donc là, le système n'a pas bien réagi avec des flambées de prix excessives, etc. etc. Ça, c'est indéniable. Mais dans la durée, les 15 années précédentes, quand on regarde ce fonctionnement-là en prix marginal, etc., dans la durée, globalement, on retrouve à peu près les coûts de production du système. Donc voilà, c'est important de remettre ça en perspective. Et nous, on est très satisfaits de voir que la régulation européenne, la réforme européenne, ne remet pas en cause ce principe-là de marché à court terme, mais y ajoute une couche de protection du système. C'est la réforme en France que j'ai évoquée, mais c'est aussi à l'échelle européenne, pour mettre des contrats de long terme, pour se protéger, quand même s'immuniser contre une crise qui pourrait revenir. Ça change tout. Oui, non, mais ça change beaucoup de choses, je suis d'accord. C'est fondamental. Merci. Pardon, merci beaucoup. Eric, je te laisse le mot de la fin. Bon, d'abord, merci beaucoup à vous tous d'être venus ce matin. Merci à Christine d'avoir animé ce débat. Et on reparlera sûrement de ces questions de prix et de financement des infrastructures. Juste pour annoncer donc, le prochain petit déjeuner de la chaire qui aura lieu donc, le 28 mars prochain, et on parlera en fait d'un sujet un peu différent, mais pas totalement, qui est le rôle en fait des régulateurs sectoriels dans la stratégie nationale bas carbone. Donc comment les régulateurs jouent un rôle qui n'est pas, ils ne sont pas les seuls pouvoirs publics impliqués dans la stratégie nationale bas carbone, mais jouent un rôle. Donc ça sera autour de ce point-là. Et auparavant, on aura eu donc le 14 mars, non pas un petit déjeuner, mais une demi-journée de colloque qu'on organise avec le Conseil général de l'économie et qui se portera sur la confrontation ou la rencontre entre les enjeux géopolitiques contemporains et précisément les stratégies de transition écologique. Et donc on abordera la manière dont effectivement cette stratégie de décarbonation et plus généralement de transition écologique française, mais qui est en réalité européenne, se rencontre les enjeux géopolitiques, déclenche de nouveaux enjeux géopolitiques, et on abordera donc ces questions-là le 28 mars, le 14 mars. À très bientôt.